Justement au père collègue, c'est de sanctifier les gens de leur vivant. Il me semble que c'est ce travail de la couleur, justement, qui est chez Babel, je crois, un petit peu partout, qui a justement ce caractère de sanctifier effectivement la vie toute crue, et la vie justement dans toute sa vulgarité, effectivement, en même temps, hein, mais il y a bien... Bon, c'est un petit peu justement ce qu'on appelle justement le côté odessite aussi de Babel. Il y a... il y a un petit truc qui s'appelle Odessa, où il parle justement, où il parle d'Odessa, et où il dit ça d'une certaine façon, c'est que, enfin, c'est un texte très précoce, c'est 1916 ou quelque chose comme ça, bon, et où il marche justement une sorte de partialité, dit-il, justement, pour Odessa, mais quand même, il y a quelque chose dans Odessa qui est formidable, hein, et sans doute viendra de là ce qui peut sauver justement la littérature russe, hein, qui a évidemment qui est tout à fait prestigieuse en quelque sorte, mais qui n'a pas de couleur en quelque sorte. Il nous dit justement qu'il n'y a pas de couleur chez Dostoïevski. Chez Gogol un petit peu, mais par épisode en quelque sorte. Hein, bon. Et chez Gorky seulement, il n'y a que Gorky qui a su exalter Soleil, mais justement il l'a exalté, il l'a mis avec enthousiasme, et donc c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Et il s'annonce en quelque sorte lui-même, effectivement, comme celui qui va apporter la couleur, qui va être le mot passant, qui va apporter la couleur, justement, donc dans la littérature. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait, que vous avez fait important. Je crois que c'est dans le témoignage de Canetti qui a rencontré Babel que Canetti, qui a rencontré Babel donc à Berlin, et qui l'a admiré, mais qui ne dit pas grand-chose sur lui, il préfère un mot de passant à Tchekhov, mais quand je laissais tomber le nom de Gogol, il me répondit ce dont je fus étonné et heureux, c'est ce que les Français n'ont pas. Gogol manque aux Français. Et donc, c'est assez juste. Bien sûr. Oui, c'est du côté de la couleur, de la puissance de l'imagination. Enfin bon. Non, et le rapprochement avec Schulz, évidemment, tout à fait intéressant. D'ailleurs, il y a enfin, mais alors c'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais enfin, il y a des rêves, effectivement, qui sont, il y a des moments oniriques, effectivement, donc, qui sont dans Cavalerie Rouge. En particulier, un moment, donc, où il dort, en ayant attaché son pied à la bride du cheval. Bon. Et donc, oui, c'est ça, l'étrier plutôt. Donc, et il est d'ailleurs emporté par le cheval pendant une demi-verse, dit-il. Bon, et il se réveille. Et donc, entre-temps, justement, donc il raconte un rêve qui est le rêve de sa mort, d'une certaine façon. Donc, c'est une femme qui vient une femme d'abord que ça commence vraiment de manière un petit peu érotique en quelque sorte, bon, et puis elle lui met 5 kopecks à chaque paupière, etc., etc. Donc c'est comme on fait au mort. Et il se réveille à ce moment-là. Et donc il y a parfois comme ça, me semble-t-il, c'est émaillé, mais enfin c'est pas du tout la même. C'est pour ça que je dis c'est pas dans la même proportion, parce que chez Schulz, effectivement, ça prend des proportions gigantesques, justement. C'est-à-dire chez Schulz, si je veux rajouter à ce que je dis, le monde imaginé, ce monde des oiseaux extraordinaires, du père qui se métamorphose, des héros de la vie, se substitue au monde réel. Voilà, alors on voit le monde réel derrière, le monde de la ville de Drohobych avec les juifs qui errent et les femmes et les servantes et ça. Il est là, mais il est recouvert de cette pellicule chatoyante, absolument merveilleuse des récits de Schulz, mais qui est, il me semble, de la même nature. Tandis que chez Babel, il y a l'aspect reportage, mais c'est un reportage d'où cet appétit de couleur ne cesse de se flatter. Si je vous permets. Vraiment très saturé de couleurs. Oui, ah oui. Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je mettais ça du côté justement d'Odessa, parce que c'est. Oui, ben c'est comme. Je veux dire, c'est quelque chose qui parcourt la littérature russe. C'est chez certains, et ça se retrouve aussi chez Mandelstam, c'est un besoin de méridionalité. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Comme il y a une phrase de Mandelstam, mais je ne l'ai pas retrouvée, où il dit si les Russes mettent une rondelle de citron dans leur thé, c'est que ça leur rappelle la Crimée. Pas mal. Alors j'ai compris pourquoi je mettais une rondelle. Parce que un pépin
dit Mandelstam, de citron rappelle aux Russes. Et il y a un besoin, parce que quand on est en Russie... Bon, pardon. Bon, je voulais dire deux mots vraiment sur ce que j'ai appelé donc justement l'impartialité épique, c'est-à-dire la dimension épique. Enfin, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais enfin, cette dimension justement d'épopée que prend le récit de la cavalerie rouge, parce qu'évidemment, je dirais que la matière, ou le cadre en quelque sorte, ou le sujet de la cavalerie rouge se prête à l'épopée, enfin, bon, au sens le plus banal du terme. Alors, c'est pas ça que je vais essayer d'interroger, mais je relèverai d'abord justement que dans le journal, Babel mentionne souvent justement donc cette dimension justement de l'épopée. Je voudrais seulement faire une liste. Et ce qui m'intéresse ici justement, c'est la diversité justement des emplois de ce terme, enfin, ou des contextes dans lesquels justement ce terme se trouve employé. Le premier que je relèverai, c'est dans le journal, donc on peut le trouver donc dans l'édition Babel, là, page 335. C'est ce qu'il appelle donc ce à quoi évidemment on peut s'attendre, et ce qui est la plus, en un certain sens, justement le plus banal, c'est une épopée héroïque. À propos des atamantes, c'est-à-dire donc c'est les grands chefs ou les camps tartares, comme ils disent justement ailleurs, effectivement, donc les grands chefs cosaques, hein. Il y en a eu beaucoup là-bas, ils sont bloqués les mitrailleuses, ils se sont battus contre Shkouro et Mamontov, donc ils sont des lieutenants de Dénikine, se sont fondus dans l'armée rouge. C'est une épopée héroïque. Ce n'est pas une révolution marxiste, c'est une révolution cosaque qui veut tout gagner, ne rien perdre, etc. Bon. Alors la haine des intellectuels et des binoclars et des quatre yeux, effectivement. Bon. Donc, dimension d'abord donc de cette épopée héroïque. Ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est ce que tu as déjà relevé tout à l'heure, c'est qu'aux yeux de Babel, effectivement, donc, il s'agit d'une épopée cosaque, en quelque sorte, ou d'une insurrection cosaque, hein, et que le pouvoir soviétique, justement, entend limiter ou prendre en main, hein. Dans Cavalerie Rouge, donc, je renvoie, donc c'est page 93 en folio, c'est 93. Ah non, c'est autre chose. Page 93 demande donc c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un chef de brigade justement qui vient d'être promu, le Kolesnikov, bon, et il a fait son baptême du feu d'une certaine façon dans la journée. Il revient le soir et là précisément donc il devient l'ataman en quelque sorte ou le camp tartare, hein, et il donne justement la description. Hein, il chevauche en avant de sa brigade, seul sur son bel étalon Isabelle, somnolé, etc., etc. Bon, et ça se termine justement par j'ai observé l'impérieuse impassibilité d'un camp tartare et les autres dont il est question également donc dans la même cavalerie. Bon, donc le premier emploi, il est attendu d'une certaine façon, c'est cet emploi donc de l'épopée héroïque en quelque sorte, hein, qui est celle donc de la cosaquerie. Mais il emploie ailleurs, par exemple, donc page 319, bon là je fais seulement une liste, hein, parce que il emploie ailleurs donc une vraie épopée pour tout à fait autre chose, dans un certain sens, puisque il est logé. Alors on a toujours donc dans le journal, il est logé donc par une hôtesse forcément, donc c'est la maîtresse de maison qui est plus ou moins revêche, plus ou moins pingre, enfin qui dit de toutes les façons il n'y a rien, on manque de tout, etc. Bon, enfin ça il y aurait tout un bon. Le maître des lieux est rentré, des bombes lâchées sur son avion ont fait fuir ses chevaux. Le vieux n'a pas mangé depuis 5 jours, à présent il repart dans le vaste monde pour chercher ses chevaux. Une vraie épopée. Bon. Donc là, le terme évidemment est tout à fait décalé en quelque sorte déjà. Hein. Bon, c'est une vraie épopée de chercher dans le vaste monde, effectivement, donc à rassembler son troupeau qui a été égayé comme ça, donc disséminé par les bombes. Troisième emploi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure justement sur la conversation épique. Bon, on en a parlé, je lui renvoie justement simplement, donc page 328. Bon. Mais aussi, alors un point dont on n'a pas parlé encore et qui est évidemment tout à fait important, c'est l'épopée des chevaux. Il emploie cette expression, page 351. Hein. J'ai compris ce que représente un cheval pour un cosaque et un cavalier, les cavaliers à pied sur les routes brûlantes, etc. Bon.
Partout les chevaux pourrissent, on ne parle que de chevaux, la coutume de l'échange, la frénésie des chevaux martyrs, des chevaux souffrants. Il pourrait faire l'objet d'une épopée. Je me suis moi-même pénétré de ce sentiment. À chaque déplacement, je souffre pour le cheval. Bon. Donc il y a une épopée des chevaux, et ce sera une grande partie justement de la cavalerie rouge que d'aller regarder ce qu'il appelle aussi, là c'est pas le terme épopée, mais enfin c'est page 319, le poème des chevaux martyrisés. Puisque c'est un moment où ils font une retraite en quelque sorte, et c'est une retraite dans une sorte de terrain sablonneux. Non, c'est pas 313. Le sable est lourd, infranchissable. Le poème des chevaux martyrisés. Bon, ça aussi, me semble-t-il que c'est l'objet, c'est un des objets justement de la cavalerie rouge. Ou encore, donc, autre emploi, c'est page 357, où là, ça devient tout à fait, là aussi, par conséquent, il y a une sorte, il continue à faire dériver en quelque sorte le terme épopée. C'est évidemment une autre question qui est essentielle dans cette aventure. C'est la bouffe. Bon, évidemment. Pour une armée, évidemment, qui est en campagne. Bon. Donc, une épopée, comment nous mangeons. Bon. Et là, d'ailleurs, ça a un sens toujours un peu fleuri, puisque justement, c'est un moment où ils mangent bien, d'une certaine façon, et où il y a une abondance, etc., etc. Bon. Donc, le caractère d'épopée peut prendre aussi un autre terme. Il y a encore, d'ailleurs, deux autres emplois, donc page 279, où il parle de l'épopée du convoi, puisque là, c'est encore une situation qui est très confuse, où il y a des convois qui s'interpénètrent les uns les autres, etc. Bon, un convoi après Boratine, et le bazar commence. L'épopée du convoi, dégoût et saleté. Donc là, c'est encore un autre registre, d'une certaine façon. Et enfin, donc, page 341, mais il y a peut-être d'autres emplois, je vais seulement relever comme ça. C'est l'épopée d'une infirmière. Bon, là aussi, c'est un thème qui serait important, évidemment, très important, c'est les femmes, effectivement, dans la cavalerie rouge, et en particulier, justement, ces infirmières qui sont moitié filles à soldats, moitié infirmières, en quelque sorte. Bon. Et l'épopée de cette infirmière, c'est surtout qu'on en parle beaucoup et que tout le monde la méprise. Son propre cocher ne lui adresse pas la parole, etc., etc. Et il y a tout un passage après, donc page 342, sur les femmes dans la cavalerie rouge pourraient faire l'objet, fournir la matière d'un livre. Bon. Et il y a d'ailleurs toute une nouvelle qui a été rajoutée dans la collection de l'Âge d'Homme, dans l'édition de l'Âge d'Homme, qui est à la gloire, d'une certaine façon, donc des infirmières. C'est par là que se termine Cavalerie Rouge dans l'édition de l'Âge d'Homme. Bon, donc la seule chose qui m'intéresse ici, donc, c'est cette sorte de flexibilité, en quelque sorte, du terme épopée tel que Babel l'emploie. Et évidemment, comme de juste, cette épopée de la cosaquerie, alors je voudrais m'arrêter 2 secondes sur cette manière, justement, donc pour lui, il s'agit bien, mais tu l'as déjà dit, donc d'une sorte d'insurrection cosaque. Et je renverrai par exemple dans le journal, page 264, les commandants bouniers novistes, des condottieri ou de futurs usurpateurs, ils sont sortis du milieu cosaque, voilà l'essentiel, décrire leur provenance de ces détachements. Tous ces Timoshenko, ces Boudioni ont formé eux-mêmes leurs détachements, surtout parmi leurs voisins de village, et à présent ces détachements ont été organisés par le pouvoir des soviets. Et donc l'interrogation justement qu'il donne, évidemment, des condottières au service des soviets, ou de futurs usurpateurs qui reprendront leur indépendance, qu'ils n'ont d'ailleurs, qu'ils entendent justement garder, et qu'ils ont toujours justement jalousement gardé. Bon. Et j'en vois, on a déjà cité, je crois, c'est page 140 dans la cavalerie rouge, oui, enfin tu l'as cité, je crois. C'est une interrogation à la fin du chapitre, une soirée. Et c'est Galine, donc ça c'est un des rédacteurs du journal Le Cavalier Rouge, si j'ai bien compris, puisque ça se passe là dans un train où il y a trois rédacteurs. Armée de cavalerie, me dit alors Galine, l'armée de cavalerie est un tour de passe-passe social réalisé par le comité central de notre parti. La courbe, enfin Cato dit que c'est pas la courbe, mais c'est plutôt la veine, enfin que ça, il y a une lettre qui a changé dans le russe. La veine de la révolution a jeté dans les premiers rangs la libre cosaquerie imprégnée de nombreux préjugés, mais le comité central, en manœuvrant, la nettoiera avec une brosse de fer. Bon. Ça, c'est la conviction de Galine en question, c'est pas forcément la conviction de Babel d'ailleurs, mais enfin, c'est cette utilisation, cette exploitation, justement, donc, de l'insurrection cosaque,
par les bolcheviks, de toute façon, bon. Et par, donc, il y a des commissaires politiques, etc., dans cette armée, bon. Et je renvoie aussi, donc, dans le journal, page 335, oui, j'ai déjà cité, donc c'est l'épopée héroïque, c'est pas une révolution marxiste, c'est une révolte cosaque. Et enfin, page 355, où il revient donc sur ce thème. Conversation avec Maximov, commandant de l'artillerie de la division. Notre armée avance pour s'enrichir. Donc c'est une razzia cosaque, en quelque sorte, rien de plus, de toute façon. Donc le pillage, et on en a vu quelques exemples tout à l'heure, est évidemment de règle. Hein. Ce n'est pas une révolution, c'est l'insurrection sauvage de la franche cosaquerie. Ce n'est qu'un moyen dont le parti ne répugne pas d'user, en quelque sorte. Hein. Bon. Alors, bon, ça c'est un petit peu dans l'analyse, me semble-t-il, donc que fait paraître Babel. Mais je dirais donc que cette épopée de la cosaquerie, c'est aussi, et je commence à dériver un petit peu le thème que je voudrais indiquer, c'est aussi un requiem. Et je revois donc dans le journal, page 320, hein, où c'est souvent la tonalité que l'on trouve, hein, il y a beaucoup de notations de ce genre justement dans le journal, avec des raisons diverses qui sont données. Pourquoi ce cafard sans fin ? Parce que je suis loin de ma maison, parce que nous détruisons, parce que nous passons comme un tourbillon, comme un torrent de lave, détesté de tous, la vie vole en éclats, j'assiste à un grand requiem interminable. Bon. Et donc cette épopée, c'est aussi justement cette sorte de requiem interminable, où il ne s'agit pas justement de construction, où on est censé construire le monde nouveau, etc., et être des héros mondiaux, hein, mais où il s'agit essentiellement de ce tourbillon, hein, qui détruit. Hein. Et ça aussi, c'est un thème, me semble-t-il, qui est assez récurrent dans le journal. C'est-à-dire aussi donc la manifestation exacerbée de la cruauté humaine. Alors il y a cette expression dans le journal, c'est page 305, c'est le 1er août. Le journal, c'est très bref, en quelque sorte, c'est juillet-septembre, quoi, 1920. Mon Dieu, c'est le mois d'août, nous mourrons bientôt, la cruauté humaine est indestructible. Alors cette cruauté, je n'ai pas besoin d'indiquer, évidemment que dans Cavalerie Rouge, on pourrait multiplier les exemples, on l'a déjà fait, donc je passe largement donc sur ces points. Hein. Mais cette cruauté, elle fait apparaître le plus simple des talents, c'est-à-dire celui de tuer un homme. Et je renvoie donc dans Cavalerie Rouge, page 209, c'est tout à fait à la fin, ça s'appelle Après le combat, après la bataille. Bon. Je reviendrai sans doute justement sur ce texte, puisque c'est le texte où le même dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'Ivan, un des deux Ivans, justement le cocher à 15e, qui est un petit peu épileptique, d'ailleurs là il fait une semi-crise d'épilepsie, il a déjà fait une crise d'épilepsie d'ailleurs dans le chapitre précédent, justement sur les deux Ivans. Bon, lui reproche d'être monté au front, puisque donc ils sont montés, il y a eu une bataille et ils ont perdu, hein, et il lui reproche justement d'être monté à la bataille sans cartouche, sans avoir mis de cartouche justement donc dans sa, je sais pas si c'est dans son revolver, dans le pistolet, enfin bon, etc. Bon. Donc tu as été à l'attaque, hein, tu y as été et tu n'avais pas mis de cartouche, pourquoi cela, etc. Donc il y a une bagarre sur laquelle je passe, il y a une discussion, on ne peut pas dire ça, une dispute, je dirais plutôt, hein, compliquée, parce qu'un petit peu comme une dispute d'ivrogne, d'une certaine façon, hein, bon, et ça se termine évidemment donc par, enfin même pas une bagarre en quelque sorte, mais le Ivan essaie de lui déchirer la bouche en mettant ses deux pouces dans la commissure des lèvres, en écartant, etc. Donc, et il lui donne donc une bourrade, et il tombe, etc., etc. Il se met à saigner en tombant, et sans doute, là, il commence d'ailleurs une crise, puisque je crois que l'infirmière doit lui... Ah non, elle lui enlève une dent de la bouche, ou quelque chose comme ça, bon. Donc les cops, ça ne pense qu'à une chose, dit-elle, ça c'est l'infirmière, Sachka, qui parcourt aussi de la connerie, ça ne pense qu'à se taper sur la gueule, moi, toutes aux affaires d'aujourd'hui, ça me donne plutôt envie de fermer mes yeux. Et elle emmène, etc. Bon. Et ça se termine, donc, par... J'étais exténué et courbé sous cette couronne mortuaire. Cette couronne mortuaire, c'est les ténèbres, hein, qui mettent leur couronne sur notre front. Hein. J'avançais, suppliant le sort de m'accorder la plus simple des vocations, celle de tuer les hommes. Ou alors, selon les traductions, le plus simple des talents, celui de tuer un homme, celui d'être capable justement de tuer un homme. Enfin bon, là on pourrait...
Excellente traduction. Bon. Et il me semble notamment que ce qui caractérise ce récit de guerre, en quelque sorte, c'est que le narrateur est dénué de ce talent. Il est dénué de ce simple talent, le plus simple des talents dans ce monde, en quelque sorte, qui est celui, justement, donc, de tuer un homme. Il est dénué, bon, c'est pourquoi donc il monte à la bataille, en quelque sorte, donc sans cartouche. Il entend, il est, dit-il, oppressé par la chronique de tous ces méfaits quotidiens. J'ai noté ça, ça doit être page 77. Ce qui donne pas mal, je pense-t-il, le ton. C'est le chemin de Brody, justement, donc le début du chemin de Brody. La chronique de tant de méfaits quotidiens m'oppresse constamment comme une maladie de cœur. Comme une maladie de cœur ou, dans d'autres traductions, comme une malformation cardiaque, en quelque sorte. C'est comme une anomalie dans ce monde qu'il a, justement, donc, qui est d'être oppressé, justement, donc, par cette chronique qu'il tient de ces méfaits quotidiens. Et pourtant, il entend d'une certaine façon participer à l'action. Bon, et il y a au moins deux chapitres qui l'indiquent. Enfin, il y a un chapitre qui est dans la suite, c'est pas dans le folio, donc c'est dans les autres éditions, sur un cheval qui s'appelle Argamac. Bon, et au début, ça commence en disant « Je me suis fait mettre dans l'active ». Bon, et donc le type lui dit d'ailleurs quand il arrive « Mais qu'est-ce que tu viens foutre là? On va te bousiller en 2 coups de cuillère à peau, etc. etc. » Mais enfin, il veut se faire mettre effectivement donc dans l'active, au sens précis du terme, et donc d'ailleurs il prend la division qui est la plus en pointe, etc. etc. Bon. Donc il entend participer d'une certaine façon à l'action, il entend même d'une certaine façon payer cette participation, cette entrée dans ces groupes par une mise à mort. Et c'est évidemment le chapitre, page 67-71 dans le folio, qui est le chapitre de « Loi que j'ai tuée ». Bon, c'est par là qu'il peut rentrer justement chez les Cosaques, puisqu'il il regarde ce binoclard avec ses bouquins, etc., sa malle où il arrive, où il y a des manuscrits et tout ça. Il le regarde évidemment de très haut et avec la plus grande moquerie. Bon. Et quand il a zigouillé une oie, effectivement, puisque naturellement de nouveau l'hôtesse ne voulait rien lui donner à bouffer, bon, et donc quand il a pris la première oie qui passait dans la cour et qu'il l'a zigouillé, alors les Cosaques ont commencé à le regarder d'un autre air, en quelque sorte, et c'est comme ça qu'il s'est intégré. Donc de toute façon, c'est bien une sorte de mise à mort, mais d'abord donc la mise à mort d'une oie, en quelque sorte, qui signe son entrée dans la cosaquerie ou la manière de se faire accepter. Mais néanmoins, donc, il met pas de cartouche dans son arme, tel un Tolstoïen. Ça aussi, c'est un point important, justement, Babel et Tolstoï, en quelque sorte. Et donc, dans le chapitre dont je parle là, donc après le combat, Akinfiev, évidemment, donc le Ivan en question qui lui fait cette esclandre, bon, eh bien, lui reproche d'abord donc d'être un Tolstoïen ou un Molokan, c'est-à-dire ceux qui ne se nourrissent que de lait, etc., etc., bon, qui est évidemment, à ses yeux, justement, la pire injure que l'on peut donner. Et même, il ne peut pas se résoudre à achever un mourant qu'il l'implore. Je renvoie donc, page 88-89, à la mort de Doulgouchov, où c'est un téléphoniste dont je vais pas vous épargner la manière dont il est présenté. Bon. L'homme était assis, Jean Beccartine nous regardait. Moi, quand nous approchions, voilà, je vais mourir. Compris, a répondu Gritschwook. Gritschwook, c'est le cocher, effectivement, donc du narrateur, arrêtant les chevaux. Faut user une cartouche pour moi, a dit Doulgouchov. Il était assis, adossé à un arbre, ses bottes s'étalaient chacun, les yeux obstinément fixés sur moi, il a soulevé prudemment sa chemise. Il avait le ventre arraché, ses boyaux déroulés sur les genoux, et je voyais nettement les battements de son cœur. Les seigneurs vous tombent dessus et vous jouez un sale tour, voilà mes papiers, tu écriras à ma mère comment et quoi. Non, ai-je dit d'une voix sourde, et j'ai éperonné mon cheval. Doulgouchov a étalé sur terre ses paumes bleues et les a regardées comme s'il doutait d'elle. Tu te défiles, a-t-il marmonné en glissant, sauve-toi, salaud. Bon. Et il montre après, justement, donc, alors il y en a un autre qui fait le travail, si j'ose dire, bon, c'est celui qui arrive après, à fond de Kabida, bon, qui fait le travail, donc, et qui tire un coup de revolver, justement, dans la boule de Doulgouchov, et il vient le voir après en lui disant, Afonka, et je dis avec un sourire pitoyable en m'approchant de lui, moi, tu sais, je n'ai pas pu. Bon.
Va-t'en, a-t-il dit en pâlissant, ou je te tue, vous autres les binoclars, vous avez pitié de nos frères, comme le chat de la souris. Il a armé à nouveau son revolver. Bon, j'arrête là. Donc, il est même incapable, en quelque sorte, de ce geste, qui est presque un geste de compassion, en l'occurrence, justement, donc, qui est d'achever le mourant qui lui demande notamment cette grâce. Mais c'est pas par lâcheté, hein. Bon. Et je continue là, toujours page 89, donc il a armé à nouveau son revolver. Je me suis éloigné au pas, sans me retourner, sentant dans mon dos le froid de la mort. Et c'est donc un autre, c'est donc son cocher d'ailleurs, qui dit Abida, donc fais pas le con, etc., et qui détourne le coup, enfin, fait justement que le coup n'a pas lieu. Donc là, il montre en même temps, donc ce n'est pas exactement par lâcheté, il est capable justement, d'une certaine façon, d'affronter la mort en quelque sorte, hein, bon. Mais c'est par une sorte d'impossibilité pure et simple et qui est tout à fait imprescriptible. Donc évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait particulier, c'est que le narrateur, ou du moins donc qui est plus ou moins supposé être Wewel, du moins le Liutoff effectivement, le Liutoff en question, quand c'est Liutoff effectivement le narrateur, le narrateur, il a beau se dire blindé ou affecté d'être blindé, par exemple au regard de Guédali, qui est un des personnages justement les plus touchants de l'affaire, donc ce Acide justement qu'il rencontre à Brody. Bon, alors je ne veux pas parler de Guédali, mais qui est représenté comme un risible. Je crois que c'est plutôt risible, c'est dit amusant à la fin, parce que ça vient aussi tout à fait à la fin. La traduction par risible me paraît pas mal, effectivement, donc le risible fondateur d'une internationale impossible, hein, qui serait l'internationale des hommes bons. Hein. Une révolution qui n'amène pas la poudre et qui n'amène pas justement les tirs et les réquisitions, hein, bon, mais qui amènerait véritablement donc un monde meilleur, ou enfin où cette internationale qui serait donc une internationale des hommes bons. Bon, eh bien, au regard de ce Guédali qui prêche et qui dit les Polonais nous ont fait les pires trucs, mais vous venez après et vous nous en faites quasiment autant, en quelque sorte. Hein. Bon, eh bien évidemment, donc il affecte, je dirais, donc la dureté de la révolution. Donc c'est page 65, ou 65, c'est sur l'international. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple la bonne est... Non, enfin... Oui, en effet, Guédali, elle ne peut pas s'en empêcher, donc je ne peux pas m'empêcher de tirer parce que je suis la révolution, c'est ce que dit évidemment Guédali. Et là, il souscrit tout à fait, en effet, elle ne peut pas s'en empêcher parce que c'est la révolution, dis-je au vieil homme. Bon, et le vieil homme qui est à la recherche, donc, d'une douce et bonne révolution, bon, etc. Alors, il parle donc du Shabbat, et il parle justement de cette internationale. L'internationale, monsieur le Carafe, vous ne savez pas avec quoi ça se mange. Et il répond, avec de la poudre, ai-je répondu au vieillard, et on l'assaisonne avec le meilleur sang. Hein. Bon, donc ça, évidemment, c'est tout à fait le langage, hein. Le langage qu'il appelle d'une manière intéressante, effectivement, donc le langage d'acier. Bon, enfin, c'est une manière intéressante et sans doute un petit peu banale, en quelque sorte, hein. Les arguments d'acier bolchevique. Hein. C'est dans le journal, page 263, hein, où il parle justement de la déclaration de Pilsudski. Hein. Bon, mais justement, la déclaration de Pilsudski qui fait appel donc à la République polonaise, etc., bon, avec l'appel de Pilsudski, combattant de la... Je ne saurais pas le... Rzeczpospolita. C'est du polonais, d'accord, hein. C'est touchant, hein. Donc cette déclaration, justement, pour lui, justement, c'est touchant. Dans nos tombes blanchissent les autres 5 générations de combattants, nos idéaux, notre Pologne, notre maison radieuse, etc., etc. Et, commentaire après, c'est touchant, triste. Il n'y a pas les arguments d'acier bolchevique. Bon. Pas de promesses. Et ces mots, l'ordre, les idéaux, la vie libre, la victoire est à nous. Bon. Donc, effectivement, le narrateur est aussi quelqu'un qui est, je dirais, ou qui affecte justement d'être bardé de ces arguments d'acier bolchevique et qui va parler de Lénine, du Comintern, etc., à ses divers interlocuteurs. Même s'il se moque justement donc des meetings qui sont faits, c'est à la fin justement d'un texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, où il y a un meeting de quelqu'un qui tient un meeting, donc le Vinogradov, donc, et qui appelle donc avec ces mêmes effectivement mots d'ordre.
Et donc tout en relatant évidemment sans scier ces terribles vengeances qu'on a évoquées tout à l'heure, il y en aura au moins encore une qu'on n'a peut-être pas évoquée, c'est la vengeance de Pritcheva ou quelque chose comme ça, donc, qui revient justement dans son village et qui massacre en quelque sorte tous les gens dans la maison desquels il trouve des effets de son père, de sa mère, etc., puisque la maison avait été pillée, etc., etc. Bon. Et donc il est accompagné comme ça par une sorte de traces de sang pendant tout son périple, et les autres regardent sans moufter en quelque sorte. Hein, bon. Et finalement, donc il remet tout en place, ou à peu près, dans la maison, hein, et il se saoule pendant 2 jours, et il met le feu, et il s'en va, et bon, on le retrouve après, puisque c'est il est un des personnages justement donc de la cavalerie. Donc il y a comme ça, évidemment, c'est parsemé par des terribles vengeances et par évidemment des épisodes qui ne sont pas nécessairement de la vengeance, mais qui sont des épisodes terribles, comme par exemple comme le juif tout à l'heure, on a vu justement qu'il se fait égorger précautionneusement justement par un expert qui arrive à égorger quelqu'un sur ses genoux sans s'éclabousser en quelque sorte. Bon, donc finalement c'est des scènes de Jean-Loin. Mais il me semble qu'il s'emploie donc surtout dans ce volume, enfin dans tout ce récit, hein, il s'emploie en particulier, je dirais pas à protéger les prisonniers, parce que la plupart du temps justement il n'y arrive pas, mais enfin à avoir le souci d'épargner justement donc les prisonniers. Bon, là j'aurais tout un ensemble, je peux pas le faire parce que ça va être trop long. Hein. Mais il y a ce souci qui est assez constant justement, parce que la question des prisonniers évidemment revient un petit peu sans cesse, et que ça n'est guère justement dans les coutumes justement des Cosaques de trop s'embarrasser justement là de scrupules donc en l'occurrence. Et je dirais que il me semble que Paris-Janine a eu le mot assez juste en terminant justement son introduction là dans le Cavalier Rouge, en parlant justement de récits qui sont empreints d'une tendresse humaine. Hein, bon, c'est page 35 dans l'introduction de Paris-Janine. Et je voudrais citer simplement ce passage du journal qui y fait écho. C'est à propos des femmes, et bon, là, c'est tout un chapitre qui serait évidemment à monter, c'est-à-dire justement donc les viols, etc., qui parsèment également par conséquent donc cette campagne. Hein, bon. Et il a donc cette remarque comme ça, je dirais effectivement donc en passant, hein, puisque c'est toujours le même d'ailleurs le Pritcheva là qui fait cette fois-ci le joli cœur en quelque sorte, et qui prétend d'ailleurs qu'elles sont toutes d'accord, hein, bon, etc. C'est ce que prétend Pritcheva, qu'elle est acceptée, elle l'entend, elles acceptent tous, etc. Je me rappelle qu'il a sans doute la syphilis, ça aussi c'est un thème donc qui parcourt le récit. Hein, bon. Et seulement cette remarque, mon Dieu, me dis-je, aujourd'hui les femmes entendent tous les jurons, vive à la soldat, où est la tendresse? Bon. Donc c'est une interrogation là qui me semble tout à fait dans le ton de Babel, d'ailleurs d'une certaine façon, et qui me semble vraiment un point important. Cette tendresse qui n'est pas de l'ordre de l'apitoiement géniard, hein, je renvoie à page 139, c'est toujours le même dans le train là, avec ça s'appelle une soirée, hein, bon, où là justement donc il se présente justement donc sous le signe de cette géniardise. J'étais assis avec mes lunettes, des furoncles sur le cou, les jambes entortillées dans des bandages, d'une cervelle poétiquement trouble, je digérais la lutte des classes. Et lorsque vint à moi Galine, l'homme à la thé luisante, Galine lui dit, j'ai accablé de pitié sur moi-même et de solitude, je suis malade, je suis fini, je le vois, et là de vivre dans notre armée de cavalerie. Bon. Vous êtes un pleurnicheur, etc., etc. Un pleurnicheur, nous sommes forcés de vous supporter, vous les géniards, etc., etc. Bon. Ça, c'est évidemment une des tonalités possibles, effectivement, donc de voir par rapport aux fiers cosaques qui montent à l'assaut, effectivement, donc la géniardise de l'intellectuel à lunettes, et à grosses lunettes en plus, puisqu'il paraît que les vers de Babel, effectivement, étaient assez impressionnants. Mais je crois que cette tendresse, elle n'est pas faite seulement de cette géniardise, puisque, comme tu l'as souligné aussi, donc elle va de pair avec un sens aigu, justement, donc de la jouissance et de la beauté. Bon. Et tout au long, justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, justement, à propos de la couleur. Hein. Mais il y a la couleur, mais il y a les femmes, mais il y a le bon vin, enfin, il y a tout ce qui est possible, effectivement, donc, et il y a là, donc, un sens tout à fait aigu. Je citerai simplement
parce que là aussi, évidemment, on pourrait multiplier les exemples. Page 119-120, c'est une histoire, j'ai donné là d'ailleurs l'histoire du cheval, hein. Bon, donc dont je ne parlerai pas. Hein. 119-120, ça s'appelle Histoire d'un cheval, mais il est aussi dans la photocopie. Hein. Bon, l'histoire d'un cheval. Donc c'est Khlebnikov, donc qui n'a pas eu son cheval et donc qui démissionne de l'armée, qui s'en va, etc., etc. Bon, et ça se termine comme ça. Je dis simplement. C'est ainsi que nous perdîmes Khlebnikov. J'en fus extrêmement attristé parce que c'était un homme paisible, d'un caractère pareil au mien. Bon, donc un cosaque un petit peu différent, un peu moins agité effectivement que les autres d'une certaine façon, et peut-être un peu plus raffiné. Il était le seul dans l'escadron à posséder un samovar, c'est quand même pas rien. Hein. Les jours d'accalmie, nous buvions ensemble du thé brûlant, et il me racontait des histoires de femmes avec tant de détails que j'avais honte et plaisir à l'écouter. Sans doute, je pense, parce que les mêmes passions nous avaient secoués. Tous deux, nous considérions le monde comme un pré au mois de mai, un pré où vont et viennent femmes et chevaux. Bon. Ça aussi, c'est une des tonalités, me semble-t-il, enfin, c'est une des tonalités de fond, effectivement, de Babel. Hein. Le monde, ce monde de sang, etc., donc, hein, c'est aussi un monde où, qui est donc un pré au mois de mai, justement, où évoluent des femmes et des chevaux. Je crois que cette phrase... est une de celles sur lesquelles Boudionis s'est appuyé quand il a... Oui, pardon. Alors, oui, non, tout à fait. Non, mais j'en dirais rien. Boudionis a écrit un article dans la Pravda auquel, je crois encore qui a répliqué, mais... oui, enfin, c'est le contraire. Vous répondez à Gorky. Enfin, c'est là-dedans, d'ailleurs. C'est dans les notes de la correspondance. Et ce que Boudionis reprochait est considéré comme une calomnie à l'égard de l'armée qu'il avait commandée, c'était des phrases de genre qui, pour lui, avaient un caractère pornographique et manifestait un goût baudelairien pour les fleurs du mal, qui est ce qui est un jugement d'ailleurs assez juste. Et qui manquait tout à fait à l'héroïsme qui était celui justement de la première armée, cet héroïsme sans tâche. Et il lui reprochait en même temps, évidemment, comme souvent dans ce type de genre, de n'avoir rien vu. Hein. Il avait été à l'arrière-garde de l'arrière-garde, etc., et donc il n'avait pas, et c'était pas un participant, etc. Bon. Mais donc je suis sensible à ça. Alors là, bon, évidemment, mais bon, on n'a pas le temps là, mais il s'attarde, c'est un, je crois, une des pages les plus poignantes. Il s'attarde justement sur le chagrin poignant qui étreint pourtant vraiment un soudard à la mort de son cheval. Hein, page 145-146. Je trouve que c'est un passage qui est tout à fait magnifique. Hein. C'est le même Bida qu'on a vu effectivement, qu'on en a vu tout à l'heure. Hein, bon. Et son cheval donc est atteint justement donc par une balle, etc. Hein, bon. Et donc il roule à terre. Hein, une balle traversa le cou de son cheval. Il parcourut une autre centaine de mètres et arriva là parmi nous, s'agenouilla humblement et roula à terre. Afonka sans hâte dégagea l'étrier sa jambe froissée, il s'assit à coupe-ton et d'un doigt de cuivre explora la blessure. Alors il se releva et parcourut l'horizon étincelant d'un regard lourd d'angoisse. Adieu Stéphane, hein, parce que les chevaux ici se nomment, et ils ont tous pratiquement des noms d'hommes, etc. Dit-il d'une voix blanche, et s'écartant du cheval qui crevait, il le salua bien bas. Adieu. Comment revenir sans toi dans le tranquille village, et que faire ensuite? Bon, enfin, il faudrait lire justement tout le passage, hein, qui est un passage magnifique, et où là, justement, il y a aussi de nouveau quelqu'un qui vient pour achever le cheval, enfin, pour lui tirer une balle dans l'oreille, en bas, justement, de cette page, hein. Et ensuite, donc, le Bida s'en va, il disparaît pendant un certain temps, et il est à la recherche d'un autre cheval, et il va revenir quelque temps après, justement, donc, avec un étalon sur lequel il est monté fièrement, etc., etc. Bon. Mais, bon, les passages comme ça, justement, qui sont... Et alors, bon, il faudrait évidemment insister sur tous les passages, justement, sur les chevaux, où se trouvent multipliées, justement, donc, les notations sur l'amour des chevaux. Cet amour dont on sait par ailleurs, donc, que Babel le partage, ou plutôt, sans doute, qu'il l'avait pris là, en quelque sorte, puisqu'on prétend, justement, quand il est arrivé le premier jour, il a fait 100 km à cheval, alors qu'il n'avait jamais fait de cheval, d'une certaine façon. Hein. Bon. Mais à partir de là, alors par exemple dans la correspondance, il nous dit justement je vis peu avec les humains et beaucoup avec les chevaux, par exemple. Il y a des lettres comme ça quand il est à la campagne. Bon.
Et ce que je voulais seulement faire apparaître, mais on va s'arrêter là, c'est que du même coup, finalement, il me semble que le récit fait preuve de cette impartialité qui appartient aussi, d'ailleurs, me semble-t-il, au moins depuis l'Iliade, à la veine épique. Et je voulais souligner ce point, évidemment, donc sur les Polonais. Les Polonais sont l'ennemi, sont l'objet d'une haine inexpiable, en particulier chez les Juifs, dont Babel nous dit que c'est les siens, et que quand il va dans un village, justement, il aime à parler avec un vieux Juif, par exemple, puisque il est des leurs et qu'ils se comprennent, nous dit-il, donc c'est dans le journal, c'est page 277 dans le journal. Et donc, on a vu tout à l'heure, mais je renvoie par exemple donc, dans Cavalier Rouge, page 84, ou dans le journal, page 322-23, c'est-à-dire justement cette haine inexpiable donc, des Polonais envers les Juifs, envers les seigneurs, enfin, qui serait plutôt donc à mettre au pluriel. Mais il me semble que Babel sait aussi considérer justement l'ennemi d'un œil justement donc qui n'est pas sans tendresse. Et je renvoie au moins à deux passages dans Cavalerie Rouge. Le premier, c'est page 170-71. C'est là aussi un moment de... c'est dans les deux Ivans, c'est le moment justement où le narrateur rencontre la télègue qui porte les deux Ivans. Bon, et où c'est dans la nuit la plus noire, etc., bon, et où il se soulage pour satisfaire un besoin, il se reboutonne quand je sentis les éclaboussures sur ma main. Allumant ma lampe de poche, je me retournai et vis à terre le cadavre d'un Polonais que j'avais arrosé d'urine. Le liquide se déversait de sa bouche, jaillissait entre ses dents et stagnait dans les orbites de ses yeux. Un carnet de notes, des fragments de proclamation de Pilsudski, traîné près du corps. Le carnet contenait un relevé des dépenses personnelles, la liste des prochains spectacles au théâtre de Cracovie et la date de naissance d'une femme nommée Marie-Louise. La proclamation de Pilsudski, maréchal et commandant en chef, me servit à essuyer le crâne de mon frère inconnu et je repartis ployant sous le poids de la selle. Bon. L'expression seulement « mon frère inconnu » me semble tout à fait caractéristique en quelque sorte de ce ton justement qu'a Babel à cet égard. Également, bon, mais là j'irai plus vite, c'est page 122-25, c'est la prise d'un maréchal, exagérons pas quand même, enfin, d'un général polonais un peu par hasard, enfin même complètement par hasard d'une certaine façon. Donc il y a quelques Polonais qui s'en vont, ils décident d'aller les attaquer, etc., etc. Bon, et il y en a un qui est galonné, bon, donc ça s'appelle le commissaire Konkin. Et donc il y a là une sorte de dialogue et une histoire justement puisqu'il veut absolument que le Polonais se rende. Bon, et le Polonais refuse de se rendre, soit parce qu'il craint qu'il le massacre quand même, soit parce qu'il ne veut se rendre qu'à Boudienny. Bon, Boudienny il est ailleurs. Bon, soit parce qu'il ne veut pas se rendre à un communiste quand l'autre lui dit mais moi aussi je suis un grand chef, je suis commissaire machin etc etc. Bon. Il lui dit ah bon ben t'es communiste, ah ben non ben à ce moment-là excuse-moi mais il m'est impossible tellement de me rendre un communiste. Bon, es-tu communiste ou mens-tu communiste? Pardon qu'il dit je peux pas me rendre un communiste et il me serre la main. Pardon qu'il dit sabre-moi en bon soldat. Bon. Et il me semble justement que tout cet épisode justement est empreint effectivement d'une sympathie, est empreint justement d'une tendresse. Bah ça c'est pas Liutov qui raconte ça. Non c'est pas Liutov, non effectivement donc c'est Konkin ça, mais enfin c'est un des points. Bon, et il y aurait sans doute évidemment d'autres passages. Par exemple dans le journal, je note seulement cette notation, c'est page 319. Où il y a 600 chevaux qui s'empêtrent dans un marais, nous dit-il, pauvres Polonais. Bon, c'est simplement une notation évidemment, donc comme ça qui me semble me donner évidemment une tonalité. De la même façon, il faudrait parler du regard qu'il porte sur le spectacle qui est aussi apparemment tout nouveau pour lui, autant peut-être que la rencontre avec le hassidisme, sur les églises polonaises, les églises catholiques en quelque sorte, avec tout le faste, enfin ce faste qui est pillé la plupart du temps, qui est évidemment ravagé en quelque sorte, mais ce faste, ses couleurs, ses peintures, etc., etc. Et il y a là justement un regard qui n'est pas le regard justement des Cosaques qui vont là uniquement justement pour piller en quelque sorte, mais qui est un regard qui n'est pas exempt justement de sympathie. Il faudrait aussi évidemment relever la manière
avec lesquels il parle des femmes. Bon, je l'ai à peine évidemment effleuré tout à l'heure, mais c'est évidemment tout à fait constant, hein, en particulier sur les infirmières, sur cette espèce d'hymne qu'il donne justement aux infirmières, sur le caractère héroïque justement donc des infirmières. Héroïque, hein, elle est une notation par exemple, c'est une des infirmières qui le rencontre, hein, elle est héroïque bien qu'elle copule, hein, bon, puisque c'est les deux fonctions justement des femmes effectivement donc à la guerre. De tout ce qui est empreint aussi, en particulier dans le journal, et les notations sont très nombreuses, la nostalgie d'Odessa. Hein. Pensez à Odessa, nous dit-il, c'est un crève-cœur, etc., etc. Enfin, sous ce thème justement de la nostalgie. Et il me semble évidemment donc tout ce qu'il dit, mais on a évidemment très largement parlé justement sur l'émotion qui l'étreint justement donc quand il parle des siens en quelque sorte, et tous les juifs qu'il ne cesse justement de rencontrer dans les divers villages justement qu'il traverse. Hein. Bon. Donc ce que je voulais souligner, donc c'est cette sorte d'impartialité qui est liée justement à cette ce que je crois Paris Janine dit assez bien justement en parlant d'une tendresse humaine justement qui transparaît et même qui soutient justement ces récits. Oui, tu parles d'impartialité épique au sens où Simone Weil parle de l'impartialité épique dans l'Iliade. Voilà, c'est ça. Où l'Iliade regarde avec une sympathie égale les Achéens et les Troyens et la souffrance de chacun. Et la vaillance de chacun d'ailleurs, la vaillance de part et d'autre. Mais là d'ailleurs, il y a une autre chose que je voulais dire évidemment. Donc il y a un passage assez particulier où il nous dit, qui évidemment ne devait pas passer à la censure, mais je crois que c'est dans le journal, hein, où il nous dit justement, donc parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des Cosaques chez les Polonais, si j'ose dire. Enfin, c'est un peu bizarre, mais enfin, donc et qui sont considérés comme des traîtres, c'est-à-dire qu'ils sont passés justement de l'autre côté. Donc il y a un Yakovlev qui mène donc une brigade cosaque. Alors c'est dans le journal, c'est une notation, c'est évidemment dans un village qui a été pillé par les uns, puis pillé par les autres, etc., etc. Hein. Alors donc c'est après un pogrom, d'ailleurs dont la description nous est faite, ou du moins dont le compte évidemment nous est fait, donc 15 morts, et il essaie de citer justement les noms, donc Moussi Ditzka Galler 70 ans, David Ziz, Bedeau dans la synagogue 45, sa femme, sa fille 15 ans, David Tross, etc. Bon, une violée, enfin bon, etc. Il nous raconte tout au long. Bon, et l'effroi, la terreur de la population. Le pire, c'est que les nôtres passent indifférents et pillent où ils peuvent, dépouillent les morts. Hein. L'indifférence des vainqueurs maintenant qui arrivent donc, dans cette ville qui a été ravagée. Et donc le commentaire de Babel, la haine est la même, les Cosaques sont les mêmes de part et d'autre, avec la même cruauté, des armées différentes, quelle bêtise. Évidemment, c'était quelque chose qui devait sans doute pas très bien passer, justement, aux yeux. Mais c'est dans le journal. Mais c'est dans le journal, non, c'est dans le journal. Oui, non, bien sûr. On va pas oublier ça, en soviétique. Ouais, très bien. Oui, pardon. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les rapports de Babel et Staline c'est toute une histoire, il faudrait une autre séance parce que mais c'est compliqué parce que donc il était à la fois un écrivain reconnu et donc comme tel préservé relativement. En même temps, il n'écrivait pas. Là, il y a eu dans les années 30, il a assisté à la collectivisation. D'après ce qu'on sait, il a commencé à écrire un roman qui portait sur la collectivisation et dont il reste des traces. Et puis, il a été interpellé, en particulier au Congrès des écrivains soviétiques de Kharkov, où on lui a dit « Mais enfin, camarade Babel, pourquoi n'écrivez-vous plus ?» Ce qui était pris comme un signe de défiance à l'égard du régime. Il a dit « Mais je viens de fonder une nouvelle école littéraire, c'est l'école du silence. » Mais enfin, l'humour juif passait mal dans ce genre de réunion. Et puis, bref, après, comme c'était un coureur et qu'il aimait la vie mondaine et qu'il avait une villa à Peredelkino, etc., il a eu une histoire avec la femme de Yezhov. Parce que Yezhov avait une femme, Yezhov qui était donc le chef du NKVD, dans la fameuse année 37, c'est Yezhov, la Yezhovchina, où on a massacré à tour de bras, qui était une espèce de monstre.
Donc il a couché avec la femme de Yezhov, mais Yezhov à ce moment-là est tombé en disgrâce. Donc cette femme, elle tenait un cercle littéraire, elle recevait tout ça luxueusement. Yezhov est tombé parce qu'à un moment donné c'était trop, et c'est là qu'il a été remplacé par Beria. Et il n'y a plus de protection pour Babel, il n'y a plus de Gorky. Mais la protection, c'était Gorky quand même. Ouais, jusqu'en 1936, c'était Gorky qui lui servait de rempart quand même, puisqu'il était protégé. On prétend que, parce que le Cavalier Rouge a fait l'objet de tas de polémiques quand même, etc. Enfin, il n'y a pas seulement entre Boudienny et Gorky, mais enfin, a fait l'objet justement de beaucoup de polémiques, et en particulier à la tribune de, alors je ne sais pas comment ça s'est appelé, parce que ça s'est appelé différemment, enfin, de l'association officielle des littérateurs, je vais dire comme ça. Bon. Et on prétend justement que Staline aurait marmonné à propos de la Cavalerie Rouge. Ouais, c'est pas si mal que ça, puisqu'on disait que c'était porno, que c'était pas dans la ligne, etc., etc. Ouais, enfin, c'était pas mal, et ça a suffi justement pour sauver pendant un certain temps, quoi. Il n'avait aucun lien avec Pasternak? Je sais pas. Je sais pas si Pasternak était déjà à Perelkino. Si, sans doute, dans les années 30. Non, ouais, je sais pas. Non, je sais pas ça. Il faudrait demander à des plus savants comme moi. Mais en tout cas, quand il a été arrêté, apparemment, il a été arrêté, torturé, on voulait lui faire avouer toutes sortes de trucs, qu'il a avoué d'ailleurs, mais bon. Et puis il a été fusillé, mais pendant longtemps on ne savait pas, on a dit qu'il était mort au Goulag, enfin il y avait une annonce officielle de l'Union soviétique, et puis finalement on a retrouvé la date de son exécution, qui était assez proche de celle de la fin de ses interrogatoires. Oui, mais c'est une fiche tout à fait incomplète, parce qu'il n'y a pas le lieu, il n'y a pas le motif, etc. Il y a seulement une date, quoi. Il y a le nom et une date. Il y a, je ne sais plus, en 40, 41, je crois, déjà 1940. Bon, il a mal fini, mais c'était déjà mystérieux qu'il ait survécu, ayant écrit tout ça. Mais ça fait, oui, ça, comme tu as dit, ça fait partie un peu de ce qui a été dit à propos de Mandelstam et du fameux coup de téléphone de Staline à Pasternak, du respect de Staline pour les maîtres. Le mot passant russe, quoi. Voilà, jusqu'au moment où Staline en a eu marre. D'ailleurs, je crois qu'on a le papier où il y a la liste et où Staline a dit oui, d'accord. La proposition de... Oui. Oui, là, j'ai pas les documents, mais ils sont connus maintenant. Donc, il en avait marre, Staline, de ce genre de mec. Enfin, il en avait marre de tout le monde, de toute façon. Puisqu'il en a eu marre de Yezhov. Bon, bah écoutez, le 28 mai, on a l'intention de faire une autre séance avec Emmanuel Carrère. Donc là, on mettra les affiches et on réservera un amphithéâtre.